Nous recevons pour vous Dr Boukari Nebié, président de l'Observatoire de production et d'analyse du discours. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Alors tout de suite, en tant qu'analyste du discours, comment on peut qualifier ce discours? Oui, merci de l'invitation. C'est un discours-programme. Discours-programme en ce sens qu'à l'image du DOP, donc le discours d'orientation politique sous Thomas Sankara, qui annonce la vision du monde du président du Faso pour les 5 ans à venir, les 5 ans bien sûr que les forces vives de la nation lui ont accordé lors des assises nationales. C'est aussi un discours efficace. L'efficacité discursive signifie que lorsque vous prononcez un discours, le discours est considéré comme un produit que l'on vend à des consommateurs. Les consommateurs ici étant le peuple, donc la population. Donc, vous devez tenir compte de la façon dont le produit sera présenté au consommateur. Si le produit est bien présenté au consommateur, ce produit sera prisé. Si le produit n'est pas bien présenté, même s'il était bon, il peut être méprisé par le consommateur. Et pour que le produit soit prisé par le consommateur, il faut qu'il soit efficace. Autrement, il faut une intelligence discursive, c'est-à-dire tenir compte de ce que le consommateur, ce dont le consommateur a besoin. Et donc, de ce point de vue-là, on va se demander, est-ce que le discours qui est livré a atteint la cible? Autrement, est-ce que le discours a fait mouche? Et quand vous écoutez le discours du capitaine président, c'est un discours efficace en ce sens qu'il a su dire au monde qui était non seulement au Palais des Sports, mais aussi à une grande majorité de la population burkinabé ce qu'il voulait entendre. Donc, discours-programme, discours efficace. Finalement, qu'est-ce qui différencie ce discours des autres? Il en a l'habitude, le discours dans du chef de l'État. Dans le fond, pas grand-chose. Dans le fond, pas grand-chose, parce que j'ai eu la chance d'avoir été au Palais des Sports. Donc, un discours, d'abord la première partie, son intervention, qui a duré plus d'une 40 minutes, sans papier écrit. Les journalistes, comme vous diraient, que sans conducteur. Et un discours au cours duquel également, il n'est pas allé du dos de la cuillère pour dire ce qu'il pense réellement. Donc, quand on prend ces éléments-là, comparativement à ce qu'il avait déjà fait dans d'autres circonstances, on voit que c'est exactement la même chose. Mais ici, l'autre innovation, c'est qu'il a commencé par une sorte de pédagogie pour dire d'abord aux gens, ce qu'il a appelé la première phase de son intervention, comment il faut comprendre la dynamique dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et là, il s'était revêtu un peu d'une toge du pédagogue ou de l'enseignant. Mais il faut aussi noter qu'il y a des aspects sur lesquels le président a quand même atténué un peu ses propos. Quand je prends le cas des intellectuels, cette fois-ci, pour ceux qui ont bien suivi le discours, c'est certains intellectuels. Ce n'est plus tous les intellectuels. Donc, on n'a pas mis tout le monde dans le même lot, parce que là également, il faut avouer certainement qu'il a entendu les messages, les retours sur le fait que les intellectuels seraient jetés, on jetterait l'opprobre sur l'ensemble des intellectuels, alors que ce n'est pas tout le monde. Et il faut le dire aussi, il a autour de lui des intellectuels. Donc, ce n'est pas tous les intellectuels quand même qui sont contre la dynamique en cours. Donc, il a évolué un peu en disant certains intellectuels. C'est pareil pour les magistrats. On va y revenir. Vous avez parlé de pédagogie. Il a aussi été question d'accusation. On a clairement accusé le Bénin et la Côte d'Ivoire. Pour beaucoup, le capitaine Ibrahim Traoré est dans la provocation. Est-ce que c'est votre avis? Est-ce que c'est véritablement de la provocation? Vous savez, le président du Faso, pour sa stature, il est au fait d'un certain nombre d'informations que le citoyen lambda comme moi, peut-être pas comme vous parce que vous êtes journaliste, tout le monde n'a pas forcément. Or, il a besoin que son peuple le comprenne et que son peuple l'accompagne pour la réussite non seulement de ces 5 ans, mais peut-être après.
Donc, si vous cachez la vérité aux populations et vous voulez que cette même population vous accompagne, à un certain moment, vous ne comprendrez pas. Regardez aujourd'hui, il n'est pas rare d'entendre des gens dire « mais on contribue beaucoup, on a acquis assez de matériel militaire, mais les terroristes continuent à avoir des actions quand même d'éclat dans notre pays. » Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Donc, si le président a les informations et il ne les livre pas à la population qui contribue, qui doit d'ailleurs être le fer de lance de cette lutte-là, quelque part, c'est ce fait du harakiri. Et il le dit, peut-être ce qui serait pas intéressant, c'est s'il advenait que le président le dise sans savoir ce qu'il fait. Mais il l'a dit lui-même, le politiquement correct, le diplomatiquement correct, c'est ce qui est hypocritement dit. Donc lui, il ne veut pas aller du dos de la cuillère pour présenter les choses telles qu'elles sont. Et il le dit avec des preuves. Ce qui m'intéressera moi, en tant que spécialiste, en tant qu'analyste, c'est que ces preuves un jour soient mises sur la table pour que ce soit tout le monde puisse effectivement savoir que ce ne sont pas des accusations mensongères. Que répondez-vous alors à ceux qui estiment qu'un président ne devrait pas dire ça? Vous savez, et là également, il a dit dans la salle, il entend qu'un président ne devrait pas parler comme ça. Et d'après lui, comme s'il y avait une école où on partait apprendre à devenir président, où on apprendrait aux gens comment un président parle. Il est dans la salle. Bref, ça c'est ce qu'il a dit. Mais de mon point de vue, je pense qu'à un certain moment, il n'est pas mauvais de présenter les choses telles qu'elles sont. Et avec les nuances qu'il a apportées, il n'a rien contre le peuple ivoirien, il n'a rien contre le peuple béninois, mais les autorités burkinabées ont certainement des frictions avec les autorités ivoiriennes, avec les autorités béninoises. Et ça, ce n'est pas le président qui le dit. Même si le président nie cette réalité, l'observateur averti du Burkina Faso le sait. Et entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Rappelez-vous bien, depuis le départ de Blaise Compaoré du pouvoir, au Burkina Faso bien sûr, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, ça n'a jamais été le parfait amour. Quelques moments de réchauffement, mais on est aussi retombé encore dans une certaine froideur diplomatique. Rien de nouveau donc selon vous. En plus donc de la diplomatie et des relations internationales, ces 5 prochaines années de gouvernance du chef de l'État seront consacrées à la sécurité, au domaine agro-silvo-pastoral, mais pas que. La santé, la justice, l'éducation et la formation professionnelle vont occuper une place de choix dans les politiques publiques. Les détails avec Abdou Aziz Sari. L'exercice aura duré près de 2 heures. Devant les forces vives, le capitaine Traoré dresse son programme de gouvernance pour les 5 prochaines années. Aucun secteur de développement ne sera oublié, rassure le président du Faso. Mais au-delà de la sécurité, la priorité sera donnée au monde agricole. Le chef de l'État compte y consacrer une part importante du budget national dans la dynamique de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Parce que l'autosuffisance alimentaire est un droit. C'est dans ce même sens que nous avons créé dernièrement l'ONBA, l'Office national d'aménagement des barrages hydro-agricoles. Nous allons l'équiper parce que tous êtes témoins dans vos différentes régions que nous avons beaucoup retenu d'eau, beaucoup de barrages, mais qui sont ensablés, qui sont bouchés. Et nous avons la possibilité de faire d'autres barrages. Nous sommes en train de payer de l'équipement pour cet office pour qu'il puisse se déployer sur le territoire et avec la contribution des populations, pouvoir construire beaucoup de barrages et désensabler beaucoup de barrages. Dans le secteur sanitaire, il s'agira de rehausser les plateaux techniques des différents centres hospitaliers universitaires du pays afin de permettre aux citoyens d'avoir accès aux soins de santé de qualité et à moindre coût. Voilà pourquoi nous avons lancé l'initiative présidentielle pour la santé au Conseil des ministres passé. Il s'agira de créer ce que nous avons appelé des centres de santé communaux. Et dans ces centres de santé, nous avons intégré un minimum de services qui doivent être servis aux populations.
Il s'agira de l'imagerie, c'est-à-dire tout ce qui est échographie et radiographie, des banques de sang et aussi des laboratoires, pour que les populations des différentes provinces et communes, certaines communes, n'aient pas à se déplacer ou avoir besoin d'ambulance pour une transfusion sanguine, amener des malades vers certains centres. Dans le domaine de la justice, il est aussi envisagé de grandes réformes afin que l'institution puisse jouer pleinement son rôle. Lorsqu'un citoyen lambda, qui ignore la loi d'ailleurs, même si on dit nul n'est censé ignorer la loi, un citoyen lambda a un problème en justice, on peut l'attraper, le mettre en prison sans jugement pendant longtemps d'abord. Mais lorsque un autre citoyen a un problème en justice, pour peu qu'il puisse mobiliser 1, 2, 3 avocats, son dossier est rapidement pris en compte, jugé rapidement, pendant que le pauvre, lui, il croupit d'abord en prison. On ne peut pas accepter ça. Nous allons lancer une campagne bientôt pour juger ces gens-là qui sont en prison pendant des mois sans être jugés. Parce que nous ne pouvons pas payer des gens et vouloir encore qu'on paye lorsqu'il y a un jugement. Ces pratiques vont cesser, ça fait partie du fonctionnement. Et s'il y a un secteur qui a souffert des affres du terrorisme ces dernières années, c'est bien celui de l'éducation. Des centaines de milliers d'écoles fermées, affectant près d'1 million d'enfants burkinabés. Durant ce quinquennat, les choses devraient aussi bouger. Les idées sont déjà mûries. Nous avons lancé l'initiative aussi pour l'éducation de qualité. Ça va intégrer tous les volets, de la maternelle jusqu'à l'université. Les premiers bâtiments devront donc pousser aussi avant la fin de l'année. Nous avons opté pour des constructions en hauteur, pour rassembler le maximum d'élèves sur des superficies données, pour permettre un contrôle approfondi et judicieux de l'enseignement, parce que l'enseignement, c'est aussi de l'éducation. Et au finish, nous devrons avoir des complexes dans la plupart de nos communes, qui vont de la maternelle jusqu'au secondaire, et les centres universitaires doivent voir leur capacité augmenter aussi. Pour la réussite de sa gouvernance, le président du Faso appelle tous les fils et filles du pays à une union sacrée autour des valeurs de la République. Retour sur ce plateau, Dr Nebié, beaucoup d'annonces, vous l'avez entendu, sur le plan de la justice. La justice, en tout cas, semble être l'autre cible. Finalement, tout le monde en prend pour son grade. Est-ce que le président n'ouvre pas trop de front? C'est vrai, la justice a été un peu égratignée, mais est-ce que véritablement ce sont des fronts qu'on ouvre? C'est la question que moi je me pose. Quand un président assume clairement qu'il va violer la loi? Ah non, c'est pas ce que moi j'ai entendu. Il a dit que si c'est contre l'assentiment du peuple, oui, il va le violer. Quelque part, moi j'ai plutôt entendu qu'on les accuserait de ne pas respecter certaines décisions de justice et qu'il y aurait des raisons pour lesquelles ces décisions de justice-là ne sont pas respectées. Dans la forme, on pourrait dire violation, mais il a aussi dit... Ce sont ses propres mots. Ce sont ses propres mots, oui, ce sont ses propres mots. Il a parlé de violation. Absolument. Il a assumé totalement. D'accord. Mais je dis, ce ne sont pas des fronts qu'on ouvre, parce que ces fronts-là existent déjà. Personne ne peut nier qu'entre l'exécutif et le judiciaire, il y a un front. Personne ne nierait qu'entre le gouvernement et les partenaires sociaux, pour ne pas dire les syndicats, il y a un front. Personne ne nierait qu'entre l'exécutif, donc le gouvernement, et une partie de la presse nationale, il y a un front. Donc ces fronts existent déjà. Maintenant, est-ce que c'est bien que le président mette le doigt sur la plaie ou bien fallait-il qu'il caresse la plaie en surface? C'est la question que moi je me pose. Et je veux dire ici, je n'ai pas vu une sorte d'accusation de dire nous allons vous punir. Quand on prend par exemple le cas concret du domaine judiciaire, qu'est-ce qu'il dit? Nous allons dans les prochains jours mettre tous les dossiers des juges
qui ont été trempés dans certaines affaires sales sur la table. Mais quand il le dit, d'aucuns diraient qu'il est en train de... on bouscule les magistrats. Pour moi, je crois que cela devrait être même bien accueilli par le monde judiciaire, qui certainement a besoin aussi qu'on l'aide à assainir son milieu. Les magistrats ne vont pas se plaindre parce qu'on dit, parmi vous, il y aurait des brebis galeuses, et que ces brebis galeuses-là, il faut qu'on travaille à les sortir de votre domaine pour qu'on ne puisse plus, au nom d'une personne, au nom de deux personnes, jeter l'opprobre sur tout un corps. Sur le plan sécuritaire, la reconquête du territoire se poursuivra. Le programme d'équipement de l'armée également, faire du Burkina Faso la plus grande puissance militaire de la sous-région. C'est l'ambition. Le message, il est adressé aux terroristes ou aux pays voisins? Prioritairement, de mon point de vue, pas aux terroristes, pas aux pays voisins, prioritairement au peuple burkinabé. Parce qu'ici, nous vivons une période assez difficile, le terrorisme. Les populations burkinabées cotisent déjà, contribuent énormément pour qu'on puisse venir à bout du terrorisme. Mais si nous n'avons pas une intelligence situationnelle, nous aurons contribué, nous aurons cotisé, nous aurons fait assez d'efforts pour vaincre le terrorisme. Et après, ça pourrait nous revenir encore. Donc ici, quand il le dit, c'est prioritairement à l'endroit du citoyen burkinabé qui a besoin d'être rassuré que non seulement nous allons vaincre le terrorisme, mais à l'avenir, que ce soit un État normalement constitué ou des groupes terroristes qui voudraient s'attaquer au Burkina Faso vont hésiter, vont réfléchir par deux fois avant de s'en prendre à nous. Donc, prioritairement au peuple burkinabé à qui il envoie cette assurance-là. Parce qu'on le dit, et l'adage est bien connu, qui veut la paix, prépare aussi la guerre. Maintenant, ce discours-là, quand il envoie au peuple burkinabé, certainement, les terroristes également l'entendent. D'autres pays autour de nous ou très loin de nous qui voudraient également déstabiliser le Burkina l'entendent, sinon prioritairement c'est au peuple burkinabé. Donc on ne va pas, parce qu'on s'est équipé en armement, aller attaquer notre pays. Mais celui qui viendrait s'attaquer à nous, et comme on sait, c'est l'un de ses propos dans d'autres discours, nous sommes dans un monde de prédation, et je suis d'accord avec lui, même quand vous ne provoquez pas, on vous provoque. Autant mieux vous équiper, autant mieux vous préparer pour déjà dissuader celui qui voudrait s'en prendre à vous. Et comme à chaque rencontre avec les Burkinabés, la mobilisation était encore au rendez-vous ce 11 juillet au Palais des Sports de Ouagadougou. Hervé Dapa. Et pour finir, j'ai laissé le domaine de la justice en dernier. C'est son style, son choix, parler constamment au peuple. Et ce dernier le lui rend bien. Ce jeudi encore, ils ne se sont pas fait prier pour prendre d'assaut la cuvette du Palais des Sports de Ouagadougou pour écouter le président. Environ 2 heures de discours, révélations, coup de gueule, mise en garde. À chaque parole, à chaque phrase, la salle est acquise. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Après l'exercice, ce sont des participants plutôt conquis et acquis qui disent leur satisfaction. À l'issue de cette rencontre, nous sortons satisfaits du franc-parler du chef de l'État, d'autant plus qu'il a abordé toutes les questions de la géopolitique. La partie qui m'a plus marqué, parce que c'est au niveau du commerce. Il disait qu'à ce niveau, il va essayer de faire des marchés à niveau et puis centraliser les gens afin que tout le monde puisse s'épanouir. C'est promettant sur le plan économique, sécuritaire et humanitaire. Il a promis de faire des réglages pour améliorer la situation du pays. Au terme de son discours, le chef de l'État s'est aussi prêté aux questions et aux doléances de ses invités. Docteur Nebié, avec le chef de l'État, le défi de la mobilisation n'est plus un problème.
quand l'homme draine du beau monde. Absolument. J'étais le dimanche dernier dans une autre émission où quelqu'un disait que ce qui s'était passé à Niamey, c'était au Burkina Faso. On n'aurait pas pu mobiliser autant parce que les Burkinabés sont divisés. Et je lui avais dit que ce n'était pas évident. Et je ne savais même pas qu'il y avait cette rencontre aujourd'hui. Et la preuve aujourd'hui, c'est que la cuvette, vous l'avez dit, d'entrée de jeu du Palais des Sports était archi-comble. Donc, et comme on le dit, c'est bien parce que le président, il a aussi besoin de savoir qu'il a cette population. Il est soutenu. Voilà, il est soutenu pour pouvoir enclencher les grands chantiers. Merci. Dernière question. Le chef de l'État a également annoncé un remaniement ministériel. Pour vous, est-ce qu'il annonce en même temps un changement de cap? Évidemment, il pouvait laisser, par exemple, qu'il ait le remaniement ministériel et qu'on constate qu'il y a effectivement, on a remanié. Mais là, il le dit au Palais des Sports. Donc, c'est la vision déjà qu'il voudrait. Non pas pour les 5 ans à venir, parce que 5 ans dans la vie d'une nation, ce n'est rien. Mais la vision prospective du Burkina dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et pour reprendre ces termes, pour que le Burkina soit cet Eldorado où des gens viendraient vivre à l'aise. Et donc, quand il annonce, c'est effectivement une façon de dire il y aura un changement de cap. Mais il ne fait pas que l'annoncer seulement. En plus de l'annonce, il s'attarde à une certaine explication pour montrer pourquoi il faut scinder le ministère de la jeunesse et des sports pour avoir un ministère plein chargé de la formation professionnelle. Quand il le fait, il est en train en même temps d'anticiper certainement sur le statut du gouvernement. Sur le statut. Et justement, il peut ressembler à quoi ce gouvernement? À quoi, comment? Le statut du gouvernement, oui, en termes de portefeuille ministériel, en termes de changement d'hommes, les départs, les arrivées, ça peut ressembler à quoi, le contenu? Quand on écoute ce qu'il a dit, certainement, il n'y aura pas beaucoup de ministres qui vont s'ajouter. Hein. On avait 25 portefeuilles ministériels. Si on s'en tient bien à son explication, ça ne dépasserait pas 26 ou 27. Maintenant, certainement, si ça va, il y aura une augmentation, il y aura de nouvelles têtes qui vont venir. Certainement que ceux aussi qui sont là déjà, peut-être que s'il y a certains qui n'ont pas, en termes de contrat de performance, ne répondent pas trop, ce n'est pas exclu qu'il y ait des sorties et d'autres personnes qui entrent et puis enclencher toujours la même dynamique parce que l'État étant une continuité. Merci beaucoup à Dr Boukari Nebié, président de l'Observatoire de production et d'analyse du discours. Merci, docteur.